Comment avoir de l'inspiration? Grande question. Dans un premier temps, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont tendance à idéaliser, on va dire, ce truc d'avoir des bonnes idées, d'être inventif, créatif. Comme si c'était une sorte de pouvoir magique qu'on donnait à la naissance à certaines personnes et pas à d'autres. Ou alors ce serait un genre de phénomène totalement aléatoire qui arriverait à un moment donné comme ça. Et tant que ce moment n'est pas arrivé, vous devez attendre l'inspiration. Bon, même si c'est vrai que certaines personnes ont une personnalité dite plus ouverte d'esprit, ouverte aux nouvelles expériences, ouverte aux nouvelles idées, et ces gens-là ont en effet tendance à être plus créatifs, la créativité en réalité c'est un spectre infini et ce n'est pas parce que vous n'avez pas écrit Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter que vous n'êtes pas créatif. Comme je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos, pour moi la créativité c'est la résolution de problèmes. Notre cerveau a évolué pour ça. L'humanité est créative parce que l'humain est un animal qui est capable de formuler et de résoudre des problèmes. Et si aujourd'hui vous pensez que vous n'êtes pas créatif, ce n'est pas parce que vous ne l'êtes pas vraiment, mais plutôt parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez pas le domaine dans lequel s'exprime votre créativité. Ou alors c'est que vous n'avez même plus l'habitude de résoudre des problèmes. L'inspiration, comme la discipline, ça se travaille, et comme la motivation, ça se chérit. Pour y voir un peu plus clair, j'ai découpé tout ce truc de l'inspiration en 3 points, à savoir la nourriture, les rendez-vous et la maîtrise. Qu'est-ce que j'entends par nourriture? Donc déjà, dans un premier temps, mettons-nous d'accord sur une chose, l'originalité pure n'existe pas. L'originalité dans le sens de quelque chose qui serait absolument unique et qui ne serait inspiré d'aucune chose n'ayant existé avant. Dans le sens, c'est ce que signifie le mot originalité, mais dans les faits, j'ai l'impression que c'est quasiment impossible. Les idées viennent forcément de quelque part. Je sais que ça paraît absolument évident dit comme ça, mais beaucoup de jeunes artistes, et j'en ai fait partie, ont encore cette idée que la seule chose qui compte lorsque l'on fait de l'art, ce serait l'originalité absolue. Alors que pas du tout, tu peux très bien prendre un motif artistique qui existe déjà et qui même a été utilisé plusieurs milliers de fois, et pourtant en faire une grande œuvre en y ajoutant ton expérience particulière et ton ressenti. L'originalité pour l'originalité est complètement absurde et donne aujourd'hui naissance à tout cet art contemporain qui, en dehors de leur petit cercle, ne fait absolument aucun sens. L'originalité consiste surtout à mélanger deux choses que personne n'avait mélangées de cette manière avant. Mélanger des formats et des concepts connus avec notre vision et notre expérience unique. Donc avant de faire des choses originales et particulières à vous-même, vous devez donc vous nourrir. Vous devez vous inspirer. C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Pour trouver de l'inspiration, il faut que vous vous inspiriez. Dans un premier temps, vous nourrir des choses qui se trouvent dans votre domaine est une bonne première étape. Parce que bien comprendre les codes vous permettra de les manier avec beaucoup plus de subtilité plus tard. Cependant, si vous cherchez l'originalité, et plus précisément votre propre voix, n'oubliez pas que vous pouvez toujours essayer de mélanger des choses que personne n'a pensé à mélanger avant vous. De manière générale, les grandes innovations dans un domaine ne viennent jamais de ce domaine en question. Souvent, il faut aller chercher l'inspiration dans des endroits totalement différents. Je dirais que l'inspiration, c'est aussi une sensibilité aux détails et aux motifs de la vie. C'est probablement pour cela que nous sommes plus créatifs lorsque l'on vit une émotion forte, comme par exemple lorsque l'on tombe amoureux ou que l'on perd quelqu'un. À ce moment-là, les émotions sont si fortes que l'on ne peut pas ne pas y faire attention. Elles nous enivrent, elles nous possèdent, et nous sommes donc plus sensibles à tout ce qui se passe. Donc si vous voulez avoir plus d'inspiration, si vous voulez faire plus attention et être plus sensible aux choses qui vous entourent, vous avez 2 solutions, qui peuvent s'entrecouper d'ailleurs. D'un côté, je vous encourage à vivre des choses fortes, à aller faire des aventures et en fait à vous confronter aux motifs complexes du monde. Et de l'autre côté, réduisez drastiquement les choses qui polluent votre attention, comme par exemple les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Ne vous surstimulez pas constamment avec des choses inutiles et prêtez plutôt attention aux choses et aux gens. Observez plus, inspirez-vous plus, les bonnes idées se trouvent souvent dans les détails. Et pour aller plus loin, vous devez aussi trouver l'inspiration profonde. Et par là, j'entends pas seulement l'inspiration pour trouver une bonne idée de logo pour un de nos clients, mais vraiment pour un projet personnel dans lequel on aborde des choses beaucoup plus intimes. Dans la vidéo précédente, j'expliquais le concept de chaos et d'ordre, l'ordre étant tout ce qui nous entoure, que l'on comprend et que l'on peut prévoir, et le chaos étant l'infini de tout ce que l'on ne comprend pas.
Eh bien, cette inspiration profonde, elle se trouve dans ce chaos, dans toutes ces choses que nous ne comprenons pas encore. Pour moi, l'art et la création, c'est d'abord formuler les choses pour soi, se les formuler d'une autre manière qu'avec la logique. Des fois, avant de comprendre quelque chose rationnellement, on a besoin de le comprendre émotionnellement, ou du moins de les formuler de manière plus instinctive. Ce sont des sortes d'hypothèses émotionnelles sur la nature du monde. Et si vous arrivez à formuler les choses pour vous et que grâce à cette expression, vous avez d'une certaine manière remis de l'ordre dans votre vie, alors peut-être qu'un jour, cette formulation marchera pour d'autres et vous aiderez d'autres personnes à faire de l'ordre dans leur chaos. J'appelle ça des métastratégies. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez peut-être un peu mieux ce que je suis en train de raconter. Imaginez que vous êtes un commandant d'armée et que à chaque bataille, vous développez des stratégies selon l'armée que vous avez en face, les armes qui sont utilisées, la météo et le terrain. Petit à petit, à force de bataille, vous allez dégager des métastratégies, disons des tactiques de base qui pourront s'appliquer à différents contextes. Ces tactiques de base, vous les utiliserez d'abord dans vos propres batailles et s'il y en a qui sont plus efficaces que les autres, vous pourrez les transmettre à d'autres généraux d'armée qui pourront également les utiliser dans leurs armées. L'art pour moi c'est ça, c'est dans un premier temps trouver des stratégies pour nos propres batailles. Et si vous devenez vraiment bon à ça, si vous devenez un bon général, alors seulement vous pouvez envisager de devenir artiste et de potentiellement commencer à en vivre. Mais au-delà de ça, même si vous n'êtes pas artiste et que vous n'avez pas l'intention de le devenir, je pense que nous avons tous besoin de l'art et je dirais même de la création en général. Nous avons tous besoin d'en consommer, certes, mais nous avons aussi tous besoin d'en faire à notre manière. Nous avons tous besoin d'exprimer les choses qui nous traversent et c'est un peu ce que j'essaye de faire à travers cette série sur la création. J'espère avec tout ça vous encourager à commencer et à poursuivre des activités qui vous permettra une plus grande compréhension de vous-même et du monde. Et si vous ne savez pas par où commencer, restez avec moi, j'ai quelques petits trucs à vous proposer en fin de vidéo. Le deuxième point, c'est le rendez-vous. C'est un point qui est très lié à la discipline, puisque pour moi, ce rendez-vous, c'est une petite habitude assez simple que vous pouvez prendre quotidiennement. Pour moi, je considère que c'est important de dégager un moment dans sa journée ou dans sa semaine pour écouter ce que nos muses ont à dire. Ce rendez-vous avec vous-même, il doit se faire dans un endroit isolé un maximum. Et si vous n'avez pas de bureau, vous devez vraiment trouver le moyen de vous en faire un. En fait, ça dépend de l'activité, mais dans tous les cas, trouver un endroit à soi est vraiment primordial, surtout lorsque l'on a du mal à rester focus sur une activité. Donc que ce soit dans la forêt, dans un coin de votre chambre ou au fin fond d'une bibliothèque, vous devez trouver un endroit où vous vous sentez seul et en sécurité. Prenez ce rendez-vous avec vous-même et écoutez ce que vous avez à dire. Je vous recommande d'ailleurs dans ces moments d'utiliser la technique du Pomodoro que j'ai décrite dans la vidéo Mes secrets sur la discipline. Dans ce troisième point, je vais vous parler de la maîtrise et elle est également totalement liée à la discipline puisque c'est totalement la suite logique des rendez-vous. Évidemment, plus vous aurez passé de temps à faire une activité et plus vous serez susceptible de la maîtriser. Plus vous êtes bon à ce que vous faites et plus vous allez pouvoir comprendre comment mieux optimiser et mélanger vos différentes techniques. Plus vous avez de pratique et plus les idées que vous aurez seront réalisables aussi. Parce que j'ai l'impression que au début, quand on commence une activité, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est possible et pas possible. Et du coup, la plupart de nos idées qui nous viennent finissent en échec. Et attention aussi, lorsque vous arrivez à un trop grand niveau de maîtrise, à ne pas tomber dans le piège du confort. Parce que les choses que vous maîtrisez bien aujourd'hui peuvent très vite devenir des pièges pour votre créativité. Il faut toujours, autant qu'on peut, essayer des nouvelles choses, des nouvelles techniques, puisque n'oubliez pas que la créativité se trouve dans l'inconnu, dans le chaos, elle se trouve là où nous essayons sans cesse de faire de l'ordre. En plus de ça, n'hésitez pas à vous donner régulièrement des contraintes. C'est un peu contre-intuitif, mais en fait, la contrainte stimule la créativité. En fait, en posant des limites sur la potentialité infinie, on va dire que la feuille blanche devient moins intimidante. Les contraintes apportent un défi clair et permettent de faire le tri dans les idées plus facilement. Beaucoup d'artistes qui ont réussi le disent d'ailleurs, c'était beaucoup plus stimulant et créatif pour eux de faire leurs œuvres lorsqu'ils avaient moins de moyens. Parce que finalement, les contraintes les forçaient à passer par des chemins un peu inattendus.
Oui, parce que ne vous trompez pas, une grande partie de l'originalité vient aussi d'erreurs, d'accidents ou du manque de moyens pour permettre à l'artiste de faire ce qu'il avait en tête. Mais au final, des fois, le résultat final se trouve être mieux que l'idée originale. Et donc pour faire ce genre d'erreurs et d'accidents, eh bien évidemment, il faut faire. Vos idées vont naturellement naître de votre pratique. Donc n'attendez pas l'inspiration pour travailler puisque ce n'est absolument pas dans ce sens-là que ça marche. Et pour beaucoup d'entre nous, il y aura beaucoup de ratés, beaucoup de choses pas très inspirées pour finalement arriver à faire un résultat qui nous plaît et qui aura été totalement porté par l'inspiration. Donc je ne le répéterai jamais assez, il faut faire, se lancer, continuer, tenir bon, essayer, réessayer. Voilà, donc si vous arrivez à ce moment-là dans la vidéo et que vous vous dites c'est bien beau tout ça, mais moi je n'ai pas d'activité dans laquelle je peux m'exprimer comme ça et je ne sais absolument pas par où commencer, eh bien je vais vous proposer de faire un petit exercice. Et en fait, même si vous savez très bien c'est quoi votre domaine de prédilection, vous savez très bien dans quoi vous devez travailler, de manière générale, je conseille cet exercice absolument à tout le monde. Écrire un journal. Et je sais, dit comme ça n'a pas l'air très attractif, on entend tout de suite journal intime et on se dit c'est bon, je suis plus une gamine de 12 ans. Personnellement, je n'avais jamais écrit de journal avant mes 26 ans et je dois dire que ça a vraiment changé quelque chose en moi. En fait, l'écriture, c'est vraiment fondamental. C'est quelque chose que absolument tout le monde peut faire. Vous avez juste besoin d'un carnet, d'une feuille, d'un stylo ou même juste d'un clavier et d'un ordinateur. C'est l'expérience de flow à la fois la plus intense et en même temps la plus universelle. Donc, j'ai envie de vous dire pourquoi vous priver. Donc voilà, si vous ne savez pas par où commencer, commencez par écrire. Écrivez juste pour vous. Personne ne relira ce que vous avez écrit, ça n'a pas besoin d'être joli, ça n'a même pas besoin d'être cohérent. Juste dans un premier temps, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Personnellement, j'écris mon journal le matin avec mon café. Ça prend entre 20 minutes et 1 heure, dépendamment de mes envies et de mes besoins. J'écris notamment sur les problématiques de ma vie, j'essaye de définir ce que je veux, où est-ce que je veux aller. Et c'est là où j'ai trouvé bon nombre de réponses à mes questions, où j'ai écrit mes plus belles chansons, et c'est là aussi où on commençait à s'esquisser les premiers plans de ces vidéos. Des fois, j'arrive devant mon journal avec une émotion, un ressentiment ou un rêve, et après avoir écrit mes quelques pages de journal, je repars souvent légère, avec une solution ou une interprétation qui m'aide à faire de l'ordre dans ce qui était le chaos. Et si vous ne pouvez pas ou vous n'aimez pas écrire, il y a une autre version qui peut être un complément du journal aussi. Il vous suffit de vous parler à voix haute. J'aime bien faire ça quand je vais me promener dans mon petit bout de forêt où je sais que je ne croiserai personne. Et là, je parle à voix haute, je discute avec moi-même, je me pose des questions et je m'écoute. Je sais que des fois c'est un petit peu bizarre de parler à voix haute pour la première fois, comme ça on a toujours l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui peut nous entendre, mais c'est très important de parler à voix haute parce que ce ne sont pas les mêmes circuits neuronaux qui sont utilisés lorsque l'on pense et lorsque l'on parle à voix haute. Donc très important, parler à voix haute. C'est important aussi lorsque vous parlez de ne vous adresser qu'à vous-même. Vous devez être psychologiquement totalement libre de dire ce que vous voulez. D'un autre côté, vous allez vous rendre compte que c'est assez difficile parce qu'il faut vraiment rester concentré. J'ai très souvent tendance un peu à dériver et à me mettre à parler à une personne qui existe vraiment. Des fois, c'est important parce qu'on va avoir une colère ou quelque chose qu'on va vraiment avoir besoin de sortir et qu'on va avoir besoin de s'imaginer qu'on le dit à cette personne. Mais de manière générale, on est plutôt là pour développer une relation avec nous-mêmes et non pas pour jouer et rejouer toutes les discussions du monde social. Voilà pour toutes mes petites techniques, j'espère qu'elles porteront leurs fruits dans votre vie également. N'oubliez pas que cette vidéo fait partie d'une série qui parle de motivation et de discipline, et du coup si ça vous intéresse d'approfondir un de ces sujets, je vous renvoie à ma playlist que j'aurai probablement mis en barre d'infos. Voilà pour cette petite vidéo sur l'inspiration, merci beaucoup d'avoir suivi. À partir de maintenant, j'entame la dernière partie de cette série sur le sens de la vie. À très bientôt.